Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, et bienvenue sur Kej Radio. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de Madame Aude de Tsoin, fondatrice de plusieurs entreprises depuis 1981, pour aborder plusieurs sujets autour des inégalités hommes-femmes et des initiatives pour les réduire. Elle va nous parler de ses projets, de son parcours, et nous allons évoquer avec elle la condition de la femme marocaine. Ensuite, il y aura un sujet sur le jugement et le regard des autres sur les femmes. Puis, nous aborderons les inégalités hommes-femmes dans le monde professionnel. Et maintenant, à toi Lina, de nous présenter Madame de Tsoin. Elle se bat pour l'égalité et un féminisme pragmatique. Elle a été femme d'affaires, auteure, conférencière et j'en passe. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Aude de Tsoin. Bonjour Madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Vous êtes la créatrice de plusieurs associations, notamment le Women's Forum, Osons la France et plus récemment Women in Africa, sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui. Nous allons donc commencer sans plus tarder avec la première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer votre vie à la cause des femmes et à leurs droits bafoués ? Ce qui m'a fait démarrer, c'est parce que depuis toute petite, je suis en colère. La colère qui m'a fait créer ce que je fais. Il se trouve que, je pense que vous allez le comprendre, puisque vous avez tous des frères et des sœurs. Moi, j'ai 5 sœurs. Et donc ma mère et mes parents ont eu 6 filles. Et je suis la seconde. Et lorsque ma mère avait une fille, elle disait toujours « Zut, encore une fille ». Et je trouve qu'être élevée comme ça, quand on est jeune et qu'on commence à comprendre un peu, en se disant « Mais pourquoi c'est zut quand on est une fille ?» Et j'ai trouvé ça injuste. Et donc, depuis toute petite, je suis en colère. Et la colère est, chez moi, une source de créativité. Et au lieu d'être en colère et d'être déprimée, j'ai mis ma colère au profit d'entreprises que j'ai créées. Parce qu'en réalité, tu as dit tout à l'heure que j'ai créé des associations. Non, ce que j'ai créé, ce sont des entreprises. Et il y a une très bonne raison à cela, c'est que quand il s'agit de sujets de femmes, tout le monde pense qu'il faut aider les femmes et faire de la charité à l'égard des femmes. Moi, je ne suis pas pour la charité à l'égard des femmes. Je suis pour les considérer l'égal des hommes. Et comme les hommes dirigent les affaires dans le monde, je crée des entreprises pour que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes responsabilités dans le monde du travail, mais aussi dans le monde politique, dans les gouvernements. Et donc ce que je fais est commercial et non pas associatif. Et c'est très important de le préciser, parce que ce problème de charité, de perception qu'on a des femmes, c'est toujours, il faut aider les femmes. Bien sûr, il faut aider, et aider particulièrement les plus pauvres et les plus en demande. Mais si on se contente de se dire qu'il faut aider les femmes, jamais elles ne seront à la tête du monde. Or, nous avons besoin de plus de femmes à la tête du monde pour changer ce monde qui ne va pas bien. J'ai entendu dire que votre carrière de femme entrepreneur a grandement été autodidacte. Pouvez-vous donc nous dire comment vous êtes arrivée jusque-là ? Pour les mêmes raisons que celles qui m'ont fait démarrer, c'est-à-dire la colère. Et puis, je pense aussi à un deuxième phénomène qui est que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'idées. Quand j'étais petite, je croyais qu'avoir des idées, c'était plutôt un défaut. Parce que j'avais tellement d'idées qu'on me le reprochait tout le temps. On me disait, n'arrête pas de penser des choses, d'avoir des idées, de dire des choses, comme quelqu'un qui, oui, parce que je pensais à plein de choses. Et puis surtout, j'observais le monde. Et comme j'étais en colère, ça me donnait des envies, tu vois, des idées de faire quelque chose. Et quand on a autant d'idées que moi, j'ai considéré, mais j'ai fait beaucoup travailler avec des psychologues pour admettre ça, que c'était finalement une chance et pas un défaut d'avoir des idées. Et c'est quelque chose que je vous recommande à tous ici. Avoir des idées, c'est une chance formidable. Mais ne pas se contenter d'avoir une idée, c'est encore mieux. C'est-à-dire de créer cette idée, d'en faire quelque chose pour, pourquoi pas, en vivre et en faire son travail. Quel est le concept de votre entreprise Women in Africa ? Le concept, c'est de connecter les femmes africaines, qui sont extraordinaires, aux femmes et aux leaders du monde entier. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, dont le Maroc fait partie, est un continent qui a vécu et qui a encore des problèmes. Qui est un problème, qui sont des problèmes économiques, qui sont liés à son passé,
récent, puisque à part certains pays, avant c'était des royaumes, et l'Afrique est constituée depuis finalement pas si longtemps que ça, si on le compare à d'autres continents, comme l'Europe par exemple. Et l'Afrique a pris du retard sur le plan économique pour être au niveau des autres pays du monde. Et en même temps, les Africains, que ce soit les hommes ou les femmes, sont des gens souvent formidables, ils sont comme nous, tout simplement. Mais on n'a pas considéré, beaucoup de gens dans le monde n'ont pas considéré justement qu'ils avaient cette capacité à faire de l'Afrique des pays à économie normalisée et comme les autres. Et quand il y a des problèmes dans le monde, c'est toujours sur les femmes que ça retombe. Et donc les femmes, quand l'Afrique a commencé à avoir une économie plus saine, plus compétitive, et qui est encore en difficulté, hein, évidemment, les femmes sont restées très derrière, tu vois, très en retrait de cette économie qui était en train de se mettre en place. À ce moment-là, moi je faisais à l'époque le Women's Forum et j'ai eu la chance de rencontrer des femmes formidables, des femmes africaines formidables. Lorsque j'ai quitté le Women's Forum, elles sont venues me chercher, en particulier des femmes d'Afrique du Sud, et elles me disaient « on a besoin de toi ». Pour 3 raisons. On aimerait que tu fasses quelque chose pour nous, et ces 3 raisons sont la première, parce que nous savons que ton engagement à l'égard des femmes est toujours le même et que ta colère est intacte, ce qui est vrai. Je trouve qu'il y a des progressions pour les femmes, mais il y a aussi encore, et on en parlera tout à l'heure quand on parlera du Maroc ou d'autres pays, beaucoup de promesses qui sont faites et des choses qui ne suivent pas. Et donc cette colère est toujours intacte chez moi. Donc ça, elle le savait. La deuxième raison, c'est parce que c'est mon métier. Et qu'elle savait que, puisque c'est mon métier, j'étais capable de faire quelque chose pour eux, c'est-à-dire un forum mondial de femmes. Et l'autre raison également liée à cela, c'est parce que lorsque j'ai organisé le Women's Forum, je recevais des gens du monde entier, j'avais plus de 100 pays qui venaient. Et donc j'ai un réseau de relations dans le monde entier. Et ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison m'ont-elles dit, et ça va vous faire sourire, c'est parce qu'elles m'ont dit, c'est parce que tu es cinglée. Et qu'il fallait être cinglée pour faire ce que j'allais faire. Pourquoi ? Parce que je suis une femme blanche. Et pourquoi une femme blanche avait la légitimité de faire quelque chose pour les femmes africaines ? Et elle savait que malgré le fait que je sois blanche, je pouvais faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que moi, je ne vois pas la couleur des gens. Moi, je ne vois pas de différence. Nous sommes des humains. Et à ce titre-là, elle savait que je pouvais dépasser ça, et que c'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on fait quelque chose pour les Africains, ça n'est pas parce qu'on est en Afrique du Nord qu'on fait spécifiquement quelque chose pour l'Afrique du Nord, c'est parce qu'on a envie tout simplement que ce monde change. Et moi, je me bats contre les injustices de ce monde et faire que les femmes soient considérées comme les hommes. Et comme elles le savaient, elles m'ont demandé de faire ce que Women's Forum, ce qui est devenu, Women in Africa, ce que j'ai fait. Mais j'ai beaucoup hésité, tu sais. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais eu une période très difficile dans ma précédente société. J'avais perdu beaucoup d'argent et ça coûte très cher de faire ce que je fais. Ça coûte très très cher. Parce que je vais tenter de vous expliquer, vous êtes jeune, mais en même temps, je sais votre capacité à comprendre et à être vous avez déjà une formation qui vous permet de comprendre ça, je suis sûre. Quand on crée une entreprise, on a besoin d'argent. Il ne suffit pas d'avoir une idée. Il faut d'abord avoir un très bon concept, évidemment, être sûr que ce concept, on va être capable de le faire, et on en reparlera d'ailleurs, ça veut dire être sûr, mais c'est pas quand on est seul qu'on est sûr, il faut savoir le partager avec d'autres, il faut aller voir son banquier, et dans mon métier, il se trouve qu'on travaille 1 an à l'avance. Je vous explique. Si par exemple on décidait avec vous de faire dans 1 an un forum de jeunes, il faudrait qu'on commence à le préparer maintenant pour dans 1 an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens commenceraient à travailler maintenant et il faudrait les payer pendant 1 an, jusqu'à ce que le forum ait lieu. Et c'est exactement là, ça qui coûte de l'argent, parce que des équipes, ça coûte cher. Et donc, quand j'ai décidé de lancer Women in Africa, j'ai fait un budget, je suis allée voir mon banquier, j'ai fait exactement ce que je viens de dire, je suis allée voir mon banquier et j'ai testé mon idée.
auprès d'abord de ma famille, auprès d'amis et auprès de sociétés qui accepteraient de financer ça, de payer pour que ça ait lieu. Est-ce que vous avez entendu parler du forum de Davos ? Oui. Oui. Ce forum de Davos est aujourd'hui, on dit du forum de Davos que c'est le plus gros forum économique au monde. Le forum de Davos existe comment ? Non pas parce qu'il y a un monsieur, un président de ce forum qui s'appelle Klaus Schwab, qui a de l'argent, mais parce qu'il fait payer des entreprises qui réfléchissent ensemble à la marche du monde. Et il se trouve que, et particulièrement en Afrique, les entreprises mondiales qui travaillent en Afrique veulent avoir de plus en plus de femmes. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée les voir en leur demandant si elles acceptaient de me financer, pour dire, voilà, je vais faire un forum pour les femmes, est-ce que vous acceptez de financer ce que je vais faire ? Et 5 entreprises, dont une marocaine, m'ont dit oui. Et c'est comme ça que j'ai démarré Women in Africa. Je reviendrai peut-être après dessus, parce que sinon, je pourrais passer des heures à te raconter, à vous raconter. Mais c'est comme ça tu vois, j'avais l'idée, enfin au départ on est venu me chercher, j'ai travaillé sur la façon dont je pourrais mettre en œuvre ce qu'on appelle dans notre métier un concept, c'est-à-dire matérialiser une idée, qui devient, donc c'est plus qu'une idée, ça devient un concept, faire un budget, aller voir le banquier, et après, ça c'est le début, c'est tout le reste qui est à faire. Et après ça marche ou ça marche pas, et c'est ça qui est compliqué. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lors de la concrétisation de ce projet ? C'est une très bonne question. D'abord, le bonheur et la fierté de l'avoir fait. Parce que ça a été très difficile à réaliser. D'abord, j'ai été critiquée parce qu'effectivement, j'étais blanche et qu'on me l'a reproché. En même temps, la plupart des gens, quand même, savaient que c'était mon métier. Mais ça a été, j'ai vécu des moments très difficiles et j'ai mis presque 2 ans avant que le premier sommet, c'est-à-dire qu'on travaille 2 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour 2 jours. Tellement, si on veut que les gens reviennent et soient contents, c'est énormément de travail. C'est trouver les bons sujets qu'on va aborder, c'est trouver les bons speakers qu'on va faire venir du monde entier, c'est trouver le bon public aussi qui va venir, parce que venir à Marrakech, c'est le choix que j'ai fait d'avoir lieu à Marrakech, ça coûte de l'argent quand on vient du monde entier. La première année, on a eu 38 pays, l'année dernière, on en a eu 68. Alors les gens qui viennent payent leur propre voyage, mais nous payons pour les speakers, nous payons pour les équipes, ça coûte très très cher. Et quand j'ai vu tous ces gens-là dans la salle, pour la première fois, je dois avouer que j'ai été prise d'une crise d'émotion et j'ai un peu pleuré. Voilà ce que j'ai éprouvé. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un honneur d'avoir pu en apprendre plus sur vous. Merci à toi et à tous. Et vous, chers auditeurs, nous espérons que vous avez pu satisfaire votre curiosité. N'hésitez pas à aller visiter le site de l'association Women in Africa, qui est du même nom, pour une expérience enrichissante. Merci de votre écoute et je vous laisse à présent pour la suite de l'émission. Merci Lina, grâce à toi nous en savons plus sur le vécu, le parcours et les objectifs de notre invité. Nous savons tous que les inégalités hommes-femmes ne datent pas d'hier et le chemin est encore plein d'embûches. Lilia et Selma vont nous éclairer sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, la condition de la femme et plus particulièrement celle de la femme marocaine. Bonjour Madame de Toin. Aujourd'hui, ma camarade Salma et moi aimerons vous parler des conditions de la femme au Maroc. Plus précisément du divorce et du mariage forcé. À Khlat-Ragna, 56% des femmes sont illettrées. Et la plupart d'entre elles sont victimes de mariages arrangés. La plupart du temps, le père de famille est payé entre 20 000 et 60 000 dirhams pour marier sa fille parfois mineure, 14-15 ans, à un homme parfois âgé de 45 ans et plus. Avant le mariage, la jeune fille est emmenée chez la famille de son futur époux. À ce moment, la jeune fiancée est soumise à l'esclavage. Elle est battue et insultée plusieurs fois dans la journée. Elle est même parfois violée. Après le mariage, la jeune fille mariée devient une esclave de la famille. Dans la plupart des cas, quand la fille tombe enceinte, son mari la quitte. Elle se retrouve seule avec son enfant. Elle est souvent rejetée par sa famille car à Khlat-Ragna, une femme enceinte sans mari est une femme périmée. Depuis 2013, une association nommée AMDH lutte contre les mariages arrangés. L'association a déjà évité plusieurs mariages forcés. Cependant, le mariage forcé est toujours aussi répandu à Khlat-Ragna.
Madame de Toin, que pensez-vous de ce sujet? Je trouve ce que tu dis dramatique. C'est une situation dramatique pour les femmes. C'est une situation dramatique pour le pays. Parce que, et c'est d'une grande tristesse, ce que tu dis, mais je sais que c'est la réalité. Je le sais parce que je suis dans une association de Casablanca qui s'occupe aussi de femmes sur un autre sujet, mais elle s'occupe des jeunes filles qui sont bonnes dans des familles à partir de 8-9 ans et qui ne peuvent pas de ce fait aller à l'école. L'association s'appelle INSAF et je suis très amie avec sa présidente et donc je connais assez bien les sujets que je trouve dramatiques. Et pourquoi est-ce que je fais justement un sommet économique? C'est parce que je pense que lorsque l'économie d'un pays va mieux, ce genre de situation s'arrange. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est là où il faut s'employer. C'est-à-dire que tout est une question d'économie. Et tant qu'un pays n'est pas stabilisé économiquement, ce sont toujours les femmes qui sont victimes des inégalités, victimes de l'injustice. Et il y a une autre raison pour laquelle aussi les hommes se comportent comme ça. S'il faut quand même se poser la question, les hommes, ils sont bien élevés par des femmes. C'est ça aussi le sujet. C'est le sujet de l'éducation. C'est le sujet majeur aujourd'hui du Maroc et le sujet de l'éducation. Il faut savoir, et ce que je vais dire n'est peut-être pas politiquement correct, mais j'assume mes propos, que le roi Hassan II n'était pas pour l'éducation des filles et des femmes. Et de ce fait, les femmes n'allaient pas à l'école. Et donc, elles ont reproduit ce que leur mère et leur grand-mère faisaient. Et sous des prétextes de tradition ancestrale, de schémas identiques qui se reproduisent, la situation des femmes n'évolue pas. Et le roi Mohamed VI, aujourd'hui, est dans une autre position. Mais il y a encore une génération, au moins une génération c'est 25 ans, qui va souffrir, qui souffre terriblement de cette situation. Et donc, plus il y aura une accélération de l'économie, une économie qui se portera mieux, et dont les femmes sont les actrices, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas seulement les bénéficiaires d'une économie qui ira mieux, mais elles peuvent être les actrices, parce que quand une femme travaille, quand elle ramène de l'argent à la maison, c'est pas pour partir avec une autre femme. C'est pour nourrir les enfants, c'est pour emmener les enfants à l'école, et on dit que lorsqu'une femme travaille, c'est une famille entière qui s'en sort. Et quand une famille entière qui s'en sort, ça peut être un village qui s'en sort. Et quand un village s'en sort, ça peut être une ville qui s'en sort. Et quand une ville s'en sort, ça peut être une région qui s'en sort. Et donc un pays. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc ce que tu dis aujourd'hui, qui est dramatique pour les femmes et qui est une très grande souffrance, vous, à votre âge, vous avez la responsabilité, vous en avez la conscience, la preuve c'est que vous en parlez, tu en as très très bien parlé, la conscience que le monde ne peut pas continuer comme ça, et la conscience qu'il faut être éduqué, qu'il faut bosser pour que vous soyez des femmes actives au même titre que les hommes. Et c'est là où changerait la société. Et vous avez un rôle majeur à jouer. Merci Madame de Toin pour votre réponse. Je passe maintenant la parole à mon amie Salma. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des femmes divorcées au Maroc. La pension alimentaire est déterminée par le juge en fonction du salaire ou des revenus du père, qui souvent fait preuve de toutes les ruses pour cacher son vrai revenu. Ce qui pousse le juge à fixer des pensions alimentaires qui ne subviennent même pas au strict minimum. Le calvaire des mères divorcées au Maroc ne s'arrête pas là, car pour toucher la dite pension alimentaire, c'est une autre histoire sans fin. Donc on peut imaginer le quotidien des mamans et leurs enfants entre le marteau de la vie et l'enclume d'une justice lente et parfois compliquée, complice avec les pères défaillants. Le quotidien de la mère divorcée au Maroc est un cauchemar réveillé. Elle n'a plus de liberté, pas le droit de voyager avec ses enfants à l'étranger, ni le droit de se remarier. Et vous, Madame de Toin, que pensez-vous du quotidien des mères divorcées au Maroc ? Comme tout à l'heure, ce sont des situations dramatiques. Ce sont des situations dramatiques et qui me bouleversent quand je t'entends le dire, parce que je le sais, ça, mais on a une tendance dans la vie, comme vous, comme moi, je pense, on a tellement d'actualité qu'on oublie souvent ça, tu vois. Et ce qu'il y a de très bien dans ce que tu dis, c'est le fait justement d'en parler. Et d'en parler parce que ce que tu dis, ce sont des situations qui sont bouleversantes. Et tu en as très très bien parlé. Et c'est courageux ce que tu as fait, parce que ce sont des situations que nous connaissons toutes.
Et, excuse-moi, mais cette situation des femmes divorcées doit aujourd'hui être un des sujets du roi et pas seulement du gouvernement. Je sais que le roi, Mohamed VI, a pour projet d'améliorer la situation des femmes dans son pays. Et quand j'ai fait le deuxième sommet Women in Africa à Marrakech en septembre dernier, nous avons eu et nous avons encore le haut patronage de Sa Majesté, et il a fait délivrer un discours. Et dans son discours, qui a été lu par un de ses collaborateurs, il a dit que la préoccupation qu'il avait à l'égard des femmes était une réelle préoccupation et qu'il allait s'occuper de ces sujets. Il y a tellement à faire qu'aujourd'hui c'est un sujet global de société, c'est-à-dire que le problème est celui des politiques. C'est la complicité souvent je dis des hommes politiques, parce qu'il y a très peu de femmes en politique, et c'est un des sujets justement, c'est le manque de femmes dans la sphère politique. S'il y avait plus de femmes, ces sujets-là seraient traités à l'Assemblée, seraient traités parce que les femmes ne peuvent pas laisser passer cette situation. Et donc c'est là où nous avons tous, quand je dis nous, c'est nous, les adultes, vous, jeunes filles, les garçons qui sont ici, de se révolter contre ça. On ne peut pas laisser cette situation-là. Nous travaillons, pour te donner un exemple concret par rapport à ce que je fais à Women in Africa. Dans le prochain, nous préparons la troisième rencontre, qui aura lieu non plus en septembre, mais au mois de juin prochain, ici à Marrakech. Il y a un sujet sur lequel je travaille personnellement, parce que je tiens beaucoup à ce que nous puissions aborder ça devant un public mondial qui va être là. C'est celui de l'héritage pour les filles. Parce que c'est pareil. Ici, au Maroc, comme en Tunisie, comme au Sénégal et dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas de droit à l'héritage comme les garçons. Et quand le père décède, tous les biens vont aux garçons et les filles restent de côté. Il se trouve qu'il y a un pays qui est très en avance sur le droit des femmes, et ça, peut-être que vous ne l'avez pas étudié, mais vous pourrez l'étudier avec vos professeurs, c'est la Tunisie, qui est un pays qui est très en avance sur le sujet des femmes. Et la Tunisie va passer bientôt dans son parlement, dans le gouvernement, le changement de la loi au profit des femmes, c'est-à-dire un juste équilibre entre les filles et les garçons. Moi, j'ai l'intention d'en parler dans le sommet économique Women in Africa que je fais. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, je considère que c'est un sujet économique et nous attendons, j'espère avoir les chiffres, normalement demain, vendredi, j'espère avoir les chiffres qui vont faire la preuve que lorsque les filles héritent à équivalence avec les mêmes droits que leurs frères, c'est toute l'économie d'un pays qui se porte mieux. Donc c'est là l'importance de ce que je fais. C'est qu'en abordant ces sujets, qui sont des sujets plutôt sociétaux, tu vois, des sujets sociétaux, c'est des sujets de société profonds, comme celui du divorce, comme celui de l'héritage, comme celui des femmes divorcées, c'est un scandale. Eh bien, lorsque les gouvernements prendront ça en main et qu'ils verront que la preuve sera faite, que ça va changer l'économie des pays, on peut espérer que les choses s'améliorent. Et c'est pour ça que je me bats, pour les femmes. Tu vois, et c'est pour ça que je suis heureuse de répondre à des questions comme celles que tu poses, que vous posiez et auxquelles vous avez réfléchi ensemble, parce que ce sont des sujets auxquels nous devons faire face dans des pays comme le Maroc. Mais je peux vous rassurer, hein, le Maroc n'est pas le seul. Je ne sais pas si ça peut consoler, mais ça n'est pas le seul. Ce qu'il faut regarder, ce sont les exemples des autres, et c'est pour ça que j'aime bien la Tunisie comme exemple, parce que moi j'en ai parlé avec des ministres ici au Maroc que je connais maintenant assez bien et qui aiment beaucoup effectivement ce qui se passe en Tunisie en disant ça va nous aider à peut-être faire accélérer les changements dans notre pays, le Maroc. Et je l'espère pour votre génération, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas laisser les femmes en souffrance, on ne peut pas les laisser dans la rue avec leurs bébés. On ne peut pas, ne serait-ce que frapper une femme. C'est interdit. Pourquoi est-ce qu'un homme frappe une femme a autant de droit de frapper un garçon dans ces cas-là. Où est la différence ? Parce qu'elle est plus faible. Moi, ici, quand je vous regarde, je vois des femmes aussi fortes que les garçons. Donc, si un mec vous cogne, vous cognez. Je veux dire, à un moment, moi, je l'ai fait, ça. Tu sais, moi, j'ai fait de la boxe. Pendant 8 ans, j'ai appris à faire de la boxe parce que j'avais le besoin de me renforcer. Et la chance que j'ai, c'est que je suis grande. Tu vois, je suis grande, depuis toute petite, je suis grande. Mais pour autant, j'avais besoin de faire de la boxe comme si j'avais besoin de me renforcer.
tu vois. Et c'était pas pour me battre avec quelqu'un, c'était pour me renforcer au fond de moi, en disant le jour où j'ai un problème, eh bien le fait d'avoir fait de la boxe me donne l'impression que je pourrais cogner. Et c'est vrai, parce que comme je suis souvent en colère, si quelqu'un m'agressait, je pense que je serais capable de cogner. Donc les filles, ne vous laissez jamais faire par les garçons. Et là où je trouve qu'être dans une classe comme vous, parler devant des jeunes comme vous, j'ai jamais vu ça. J'adorerais que ça se passe en France. Parce que moi, j'ai une petite fille de votre âge. Quel âge as-tu ? 14. Ma petite fille à ton âge, elle s'appelle Ella. Et Ella est un garçon manqué. Moi, elle me raconte ce qui se passe dans les cours de récréation. Elle me raconte que les garçons restent entre eux, tu vois, et les filles entre elles. Il faut que tout ça cesse, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus ensemble, filles et garçons. Parce que c'est quand on sera ensemble qu'on se respectera beaucoup plus et qu'on saura comment être une fille. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on est plus fragile. Et puis surtout, on a le droit d'être fragile. Tu as montré ton émotion, c'est très bien. C'est formidable de montrer son émotion. Parce que l'émotion est une chose de la vie. Et un garçon aussi a le droit de montrer son émotion. Un garçon pourrait être là à ta place, pourrait prendre le micro et pourrait aussi pleurer. Parce qu'il serait touché par les propos qui sont dits. Et il n'y a pas de raison de considérer que les filles ça pleure et pas les garçons. Non, c'est pareil. Ce qu'il faut dans la vie, c'est avoir de l'émotion tout court. Ne pas avoir d'émotion est quelque chose de terrible. Et donc il faut avoir de l'émotion, ça veut dire aussi avoir un regard sur les autres, avoir un regard sur ce monde. Si on n'a pas d'émotion, là ça devient dur, parce que le monde est tellement difficile, personne ne nous fera de cadeaux, donc on sait que c'est difficile. Mais si on apporte un peu d'émotion, moi je pleure très souvent, très très souvent aussi, parce que le fait de pleurer libère, tu vois, mon stress, libère, me fait du bien. Moi j'ai un mari aussi qui pleure. J'ai un mari depuis 30 ans qui est très féministe. Et j'ai remarqué que je suis très souvent frappée encore par lui, c'est un monsieur plus âgé maintenant, mais quand il est dans l'émotion, en regardant un film, ou dans une conversation, l'autre jour nous avons vécu quelque chose d'assez difficile à Paris, et j'ai vu qu'il avait une larme, et ça m'a touchée comme le premier jour où je l'ai rencontré. Et j'ai trouvé ça très bien. C'est un mec, oui, un mec a le droit de pleurer. Merci Madame de Toin. Comme vous avez pu le constater, le combat est bien loin d'être gagné. Pourquoi la femme doit-elle se battre pour se faire une place au sein de la société ? Pourquoi doit-elle travailler plus que l'homme ? Quel jugement porte ce dernier sur la femme ? Laissons la parole à Hiba et à Ritan. Bonjour Madame de Toin. Aujourd'hui, nous allons vous parler des préjugés sur les femmes. Comme l'a dit El Rali, nous pouvons remarquer tous les jours des inégalités entre hommes et femmes, notamment des fausses idées sur ce qu'on pense d'eux dans certaines situations. Nous allons vous donner quelques exemples de ces stéréotypes dont plusieurs femmes sont victimes. Premier exemple, si une femme se promène dans la rue avec des vêtements dénudés, tout le monde la critiquera. Alors que si un homme se promène dans la rue torse nu ou en short, personne ne parlera mal de lui. Deuxième exemple. Il y a plein de personnes qui pensent que toutes les femmes sont douces, féminines et faibles. Ou du moins qu'elles devraient l'être. Troisième et dernier exemple. Une femme ne peut pas gagner sa vie en faisant du sport, seulement parce que c'est une femme. Elle recevra plein de remarques misogynes du genre « une femme n'a rien à faire sur un terrain de sport ». À cause de tous ces préjugés, certaines femmes n'osent plus faire certaines choses, par peur de se faire juger ou critiquer. Maintenant, nous aimerions vous poser quelques questions, Madame Odetuan. Lorsque vous étiez plus jeune, lors de votre éducation, avez-vous pu remarquer certaines injustices ou en subir seulement parce que vous étiez une fille ? Oui, mais peut-être un peu moins que les autres, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais toute petite, un peu plus grande que les autres, et puis j'ai toujours été un peu costaud. C'est-à-dire que je donnais l'impression d'être costaud. En réalité, je suis, comme tu l'étais, je suis quelqu'un de fragile. Et si j'arrive à faire ce que je fais, c'est justement parce que j'ai cette fragilité qui me donne la possibilité de créer, parce que j'observe le monde. Et si je n'étais pas fragile, je pense probablement que je ne créerais pas ce que je crée pour les femmes ou ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. Mais pour autant, oui, je voyais ça quand j'étais jeune. Mais comme je l'ai dit tout au début, je suis en colère depuis toute petite et cette colère m'a aidée. Elle m'a aidée à
à être peut-être plus forte, tu vois, plus présente. Et puis je cognais, quoi. Voilà. J'y allais, je cognais, je parlais, je demandais des explications quand on était injuste avec moi. Je disais, mais pourquoi est-ce que tu es injuste avec moi? Pourquoi est-ce que tu me dis un truc pareil? Qu'est-ce qui te permet de me dire une chose pareille? Et ça, c'est important aussi. Et parce que ce que tu as dit, et c'est un grand sujet aujourd'hui sur ces femmes qui portent des vêtements dénudés et que les hommes ont le droit. Alors moi, j'ai un double avis sur le sujet. Je trouve parfois qu'il y a des femmes qui exagèrent dans leur tenue. Je trouve qu'il y a des tenues indécentes et qu'on ne s'habille pas en ville comme on s'habille à la plage. Or, on voit dans la mode actuelle des tenues qui manquent de décence. Mais ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est par rapport à soi-même, c'est par rapport à la société, tout court. Donc, je suis choquée par cette mode qui autorise et qui laisse aux filles, enfin tu vois, qui donne l'impression que parce qu'on porte un truc qui s'arrête sous la poitrine en laissant le ventre à l'air, c'est la mode. C'est juste ridicule. Et donc je trouve ça absurde. Aujourd'hui, c'est cette mode qui est en train de se créer et qui en réalité est souvent là comme prétexte pour vendre autre chose, tu vois, des sacs, des chaussures ou autre chose. C'est-à-dire qu'il faut provoquer. Ça, je ne suis pas pour. Du tout. Mais qu'il y ait que les hommes critiquent les femmes là-dessus, ce sont souvent ces hommes ou ces garçons qui ne sont pas éduqués, justement, parce qu'on ne les a pas éduqués à respecter une femme. Et ils n'ont qu'à regarder leur propre sœur, souvent. Et on voit des différences dans les familles où les filles, elles s'assument. Quand une fille s'assume et qu'elle porte un short et que c'est assumé, et si elle est décente, il faut la laisser faire, elle a le droit, elle a sa liberté d'expression aussi. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès, et moi je crois qu'un peu de décence fait du bien. Ça, c'est mon sentiment. Que tu as abordé le point où on dit qu'il faut que les femmes soient douces, féminines et faibles. Ça, alors je me révolte contre ça. Une femme peut être douce, féminine et faible, oui, si c'est sa nature de l'être. Moi, ma meilleure amie est exactement ça. Je l'ai vue hier soir, elle vit ici à Marrakech, elle est douce, elle est féminine, et je dois dire qu'elle est un peu faible à l'égard de son mari, qui est un vieux macho. Et mais en même temps, c'est un garçon, son mari est un type intelligent, mais c'est vrai que mon ami est très heureux, c'est un couple depuis très très longtemps, ils sont mariés depuis plus de 40 ans, et je respecte ce qu'elle est. Tu vois, parce que je respecte avant tout la femme qu'elle est. Donc je ne vais pas la juger pour ce côté un peu faible à l'égard de son mari. Mais lui, je le juge. Et je lui balance des trucs que tu ne peux pas savoir. Je lui envoie des scuds en lui disant, mais comment est-ce que tu t'autorises à dire ça à ta femme? Est-ce que tu ne peux pas toi-même aller chercher ta paire de chaussures? Ta femme n'est pas là pour te les apporter. Voilà, tu te lèves et tu vas les chercher. Donc je l'énerve beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'il m'aime bien d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. Moi, je suis très amie avec sa femme. Voilà, et ça, c'est l'essentiel. Et donc, une femme a le droit, comme un homme, aussi, d'être plus doux. Ça c'est une chose dont on parle peu, il y a des hommes qui sont plus féminins que, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'ai entendu, c'est un Africain qui disait ça du Sénégal, il disait « je suis un féministe masculin ». On a le droit d'être un homme féministe. Mais surtout, au contraire, revendiquons ça. Et ce serait le rêve, c'est que le monde soit rempli d'hommes féministes masculins. Moi, mon mari est féministe masculin, un vrai mec, dans tout ce que veut dire la description d'un homme, et il est totalement féministe, et féminin dans le sens où il considère qu'un homme, il n'y a pas de raison qu'il ne se soigne pas la peau, il se met de la crème depuis toujours. Eh ben, il a une très belle peau, je trouve ça formidable. Moi, je déteste les mecs qui ont une vilaine peau, qui ont de la barbe parce qu'ils pensent que ça fait macho. C'est ridicule, tous ces critères-là. C'est fini, en plus, ce monde-là. Et donc, il n'y a pas de raison qu'un homme ne fasse pas attention à lui. En plus, c'est tellement plus agréable pour une femme d'avoir un homme qui prend soin de lui qu'il devrait le savoir un peu plus. Et ils auraient peut-être plus de succès, en plus. Donc ça, il faut qu'ils intègrent ça. L'autre point sur le sport, et je vais te raconter une anecdote. La semaine dernière, à l'occasion de la journée de la femme, que je déteste par ailleurs, parce que pourquoi une journée pour les femmes? Je veux dire, il n'y a pas de raison, c'est juste absurde qu'il y ait une journée pour les femmes. Mais elle existe, et donc voilà, on me demande de faire beaucoup de conférences, et j'en ai fait beaucoup. Ce jour-là, c'était le 8, j'en ai fait une pour des femmes
brillantes, qui ont fait des études. Tu vois, les grandes écoles, beaucoup étaient directrices financières, directrices de l'administration dans des grands groupes. Et il y avait une ambiance formidable. Nous étions 4 femmes à parler. La première qui a parlé est une femme qui a fait une très grande école à Paris, qui est l'École normale supérieure. Elle est sociologue et elle est handballeuse professionnelle. Et elle est devenue, écoutez ça, présidente de la Fédération de handball masculin. Non pas du handball féminin, mais on lui a demandé, tellement elle est compétente, d'être présidente de la Fédération de handball masculin. Et elle nous a raconté une chose formidable, un truc formidable. Quand tous ces présidents de fédération se rencontrent, il n'y a que des mecs, évidemment. Donc c'est la seule femme. Elle n'est pas très grande comme femme, et donc elle dit, ils arrivaient tous pour à la fin, quand il y a des réunions comme ça, il y a des photos qui sont prises. Et donc, ils se mettaient tous devant, ils oubliaient qu'elle était aussi au même titre, elle avait le même titre qu'eux. Donc elle dit, comme je suis une sportive, j'ai appris à me défendre, et donc elle arrive dans les groupes, et elle les pousse comme ça, et elle arrive devant, au milieu, et elle se met sur la photo. Et c'est formidable. Mais elle dit, je dois me battre avec les hommes pour être sur la photo, parce qu'ils ont une tendance folle à oublier que j'occupe la même fonction qu'eux, que je suis présidente d'une fédération de handball qui en plus gagne en ce moment beaucoup, tu sais, mondialement, donc parce que le handball féminin à Paris est un sport qui marche très bien. Mais les difficultés qu'elle a pour s'imposer, et donc elle s'impose parce qu'elle est plus maligne, elle est intelligente, parce qu'elle est quand même, c'est une sportive et ça se sent, et donc quand elle parle, elle a l'énergie de la sportive. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle y va parce qu'elle met la même énergie que si elle tapait dans la balle. Et elle dit, au handball, jouer au handball, c'est esquiver les coups, tu vois, c'est être rapide, c'est observer et tout ça. Elle dit, je fais la même chose quand je fais des discours. J'observe qui va prendre la parole, c'est toujours les mecs, ils ne vont pas me la laisser. Eh bien, moi, je sais prendre la parole. Donc, elle s'impose. Et dans le sport, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes présidentes pour que ça change un peu. Tu vois un peu le boulot qu'il y a. Mais on va se battre. Merci les filles, et le pilier de la société, et rendons-lui hommage. C'est un sujet qui fait polémique. Pourquoi une femme qui a acquis un même diplôme qu'un homme et qui exerce le même métier est-elle moins payée? Aya et Rita de nous préciser. Bonjour Madame de Chouin, et vous chers auditeurs. Les inégalités hommes et femmes existent depuis toujours, et dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler plus précisément du monde professionnel. Dans tout ce qui concerne les métiers impliquant un effort physique, les femmes ne sont pas les bienvenues. Par exemple, les métiers de pompiers, policiers ou encore soldats. Sans oublier tout ce qui touche le domaine scientifique. Puisqu'en 2012, 57% d'hommes ont fait des études scientifiques, contre 43% de femmes, qui, elles, sont beaucoup plus présentes dans le milieu littéraire, où on les trouve au nombre de 77% en France. Mais ces inégalités ne s'arrêtent pas là, puisqu'on peut constater une différence des salaires entre les hommes et les femmes. En France, les hommes gagnent 24% de plus que les femmes, tandis qu'au Maroc, ils gagnent environ 17% de plus. Madame de Chouin, pouvons-nous avoir votre avis sur ces inégalités ? Je voudrais revenir sur le sujet des femmes et de la science. Il y a une raison qui est expliquée, qui est donnée, pour expliquer pourquoi les hommes vont plus facilement dans les métiers de la science par rapport aux filles. Et c'est un problème culturel, familial, et qui remonte à très très longtemps. Quand une fille a 14 ans maths, les parents lui disent bon, c'est moyen, donc dirige-toi vers une autre filière. Quand un garçon a 14 ans maths, les parents disent quasi systématiquement c'est formidable, continue, et c'est très bien, tu vas réussir. Et de ce fait, les filles ne vont pas poursuivre des études dans les sciences, dans les mathématiques, dans la recherche. Or, on en a tellement besoin que c'est absolument aujourd'hui dramatique. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, vous en avez entendu parler, qui se développe partout dans le monde à une vitesse folle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est conçue par les hommes. L'autre jour, j'ai vu un papier dans un journal en France, absolument incroyable. Il y avait une photo de cinq hommes d'à peu près une trentaine d'années qui venaient de lever des fonds pour un système qu'ils avaient mis au point grâce à l'intelligence artificielle pour le cancer du sein. Il n'y avait pas une femme dans l'entreprise et il s'agissait d'un nouveau système pour améliorer les soins
concernant le cancer du sein. Cherchez l'erreur. Le cancer du sein concerne les femmes, et dans l'entreprise, il n'y avait pas une seule femme. C'est absolument incroyable. Donc je leur ai écrit pour essayer d'avoir une explication. Je leur ai écrit lundi, donc je n'ai pas encore eu la réponse, je ne suis même pas sûre qu'ils me la donneront. Donc aujourd'hui, ce problème, il est la plupart du temps culturel, et c'est aussi le manque de confiance des filles en elles qui est à l'origine de ça. Les filles ont beaucoup moins confiance naturellement en elles. Et donc quand elles sentent qu'il y a une majorité d'hommes qui vont se diriger vers des carrières scientifiques ou dans la recherche, dans les mathématiques et tout ça, elles se disent « ok, c'est pas pour moi ». Sans même se poser de questions, c'est tout simple, ça n'est pas pour moi. Et c'est là où elles ont tort. Donc une fois de plus, et on y revient, et c'est vrai depuis le début, c'est un problème d'éducation dans les familles. Donc, et dernière question, est-ce que vous avez déjà été confronté à une des inégalités suivantes en raison de votre sexe? Alors, oui, ça m'est arrivé. Comme j'ai eu l'occasion de le dire avant, j'ai une personnalité telle que je faisais un peu peur aux mecs. Donc, globalement, j'ai peut-être moins subi que d'autres. Mais, pour autant, je vais aussi te raconter une anecdote que j'ai eue. Dans mon métier, quand on fait des événements comme ceux que j'organise, le titre que j'ai, c'est celui de commissaire général. C'est le titre qui est le mien dans notre métier. Le nombre de fois où j'ai reçu des politiques, où j'ai reçu des officiels, on me le présentait, on disait le commissaire général. Eh bien, moi, j'ai vu un jour un mec rester 10 minutes devant moi, il n'avait pas compris que c'était moi. Et donc, comme je savais qu'il n'avait pas compris, et je me suis dit, je vais me foutre de lui, je suis restée 10 minutes, enfin, il est resté 10 minutes en face de moi, et puis au bout de 10 minutes, il commençait à s'agiter sur sa chaise en disant, mais le commissaire général va venir. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas la peine qu'il vienne, puisqu'il est devant vous. C'est moi. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point, et je pense qu'il s'en est jamais remis. Mais parce que j'en avais marre, tu vois, parce que mon titre, c'est commissaire général, et parce que donc c'est un titre qu'on attribue aux hommes, alors qu'il y a aujourd'hui des commissaires femmes, à peu près autant d'ailleurs, que des hommes. Et s'il n'y en a pas, j'espère que là aussi ça augmentera. Pourquoi? Parce que dans les inégalités à l'égard des femmes, quand il y aura des équilibres, dans des métiers comme celui-là, les choses changeront. C'est toujours, il faut arriver à l'égalité dans à peu près tous les domaines au monde. Voilà. Merci Madame Dutch. C'est injuste, c'est incroyable, mais malheureusement vrai. Alors à nous de faire en sorte que disparaissent ces absurdités. Ce sujet qui a voyagé dans le temps n'est pas encore arrivé à destination. Nous aimerions continuer, mais nous sommes contraints par le temps. Merci à Madame de Tsoin d'avoir été là durant cette émission. Je remercie aussi Madame Maz, notre professeure, qui a rendu cette émission vivante par l'intervention de Madame de Tsoin. Merci à tous nos chroniqueurs et nos techniciens d'avoir fourni un travail exceptionnel. Et bien évidemment, merci à vous, chers auditeurs. Je vous laisse avec un dernier tapis musical pour clore cette émission.